je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler update lecture et je pense que vous l'avez vu dans la durée de la vidéo. Je pense que cette vidéo va durer un petit moment car je vous présente toutes mes lectures du mois de juin. Vu que je suis un peu en retard au niveau de mes update lecture et que j'ai pas envie de prendre de retard alors que je suis en vacances, je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu plus longue, mais j'allais vous présenter les 7 romans que j'ai lus durant le mois de juin. Du coup n'hésitez pas à prendre quelque chose à manger, à boire, à vous installer confortablement pour regarder la vidéo parce qu'elle risque clairement de durer longtemps. Moi je me suis même assise, contrairement aux autres vidéos, pour ne pas à un moment en avoir mal aux jambes. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup on va commencer tout de suite. Du coup, le premier livre que j'ai lu au mois de juin, il s'agit d'un service presse de l'auteur Baptiste Piriou. Il s'agit de son premier tome, Iliot, le tome 1, Le Pays des Ténèbres, donc de Baptiste Piriou, est publié ici aux éditions Bosse d'Odor. C'est un roman jeunesse YA où on va suivre le personnage de Iliot qui a 15 ans, qui est un jeune parisien lambda et qui un jour, pendant l'été, il va aller à la bibliothèque et va trouver une sorte de livre assez étrange où il n'y a que des pages blanches et à la première page il y a une sorte d'incantation. Et en fait, quelques jours plus tard, après avoir pris ce livre à la bibliothèque, il va traverser dans ce livre, il va tomber dans le livre et arriver dans un monde totalement magique, un monde de fantaisie. Donc c'est un roman que j'ai dans l'ensemble plutôt bien apprécié. C'est un roman assez court où on va suivre du coup Iliot, et c'était un personnage assez sympa à suivre même si je ne m'y suis pas attachée par son côté un peu trop mature. Enfin non, il faisait pas trop mature, mais le fait est que on le décrit comme une personne de 15 ans et j'ai plus l'impression de suivre un gamin de 12 ou 13 grand maximum. Voilà, donc ça m'a un peu dérangée, mais dans l'idée j'ai bien aimé le suivre sans plus. Voilà, c'était sympa. Pour ce qui est de l'intrigue, par contre, je l'ai trouvé très peu original. On reste sur un schéma extrêmement classique avec des retournements de situation que je voyais venir à peu près 1000 km. Mais par contre, j'ai adoré l'univers de l'auteur qui est extrêmement original. Il y a beaucoup de créatures. J'aimerais qu'il le développe encore plus dans son deuxième et peut-être troisième tome. Je ne sais pas si c'est une trilogie ou pas. Mais son univers est très original, on a des créatures étranges, les méchants sont extrêmement badass et ont l'air vraiment cool. J'ai vraiment envie d'en apprendre un peu plus sur eux parce qu'on les voit très peu, je trouve, quand même dans ce tome, mais dans l'ensemble, voilà, l'univers était vraiment au top. Quant à l'écriture, elle m'a semblé simple, agréable à lire et assez accessible pour des jeunes, donc je pense que vu que c'est le public. Par contre, je pense qu'il y a un usage un peu trop excessif des dialogues pour amener du rythme ou pour faciliter les choses. J'avoue que j'aurais préféré peut-être un peu plus de description et un peu moins de dialogue, mais ça reste dans l'ensemble une bonne lecture que je vous conseille beaucoup. Après Iliot, j'ai enchaîné sur un roman que j'attendais avec grande impatience et qui est sorti le 1er juin, donc le lendemain de mon anniversaire. Il s'agit du tome 3 de La Passe Miroir, La Mémoire de Babel, publié aux éditions Gallimard Jeunesse et écrit par Christelle Dabos. Donc c'est un troisième tome, donc je ne vais pas vous parler du résumé. En tout cas, vous pouvez être sûr que ce troisième tome est un véritable coup de cœur. Comme les deux premiers tomes finalement, il est très différent mais il est vraiment génial. On continue à suivre Ophélie après 2 ans et demi après les événements de la fin du deuxième tome. Et on retrouve Ophélie qui va évoluer au fil de ce tome, prendre plus de hargne, de courage et de confiance en elle, car elle va se retrouver un peu toute seule finalement face à cette quête, face à la nouvelle aventure qu'elle vit dans ce tome 3, et c'est cette évolution que j'ai beaucoup appréciée. Pour ce qui est des personnages qu'on rencontre dans le premier et le deuxième tome, on les revoit de manière plutôt brève, on rencontre de nouveaux personnages. Ophélie va atterrir sur une nouvelle arche qui est totalement différente de celle qu'on a pu voir avant, où l'été est plus promu que l'hiver, par exemple, comme dans le premier et le deuxième tome. Totalement d'autres règles, une autre manière de vivre, un autre quotidien, et c'est là où l'imagination de Christelle Dabos est absolument dingue, parce qu'elle a réussi encore à nous intéresser à son univers après 2 tomes qui sont quand même assez épais. Pour ce qui est de l'écriture, c'est toujours la même, très très belle écriture,
prenante, immersive, addictive pour moi, hein, comme je vous le répète à chaque fois. Christelle Dabo, c'est un peu ma J.K. Rowling française. J'ai vraiment adoré ce troisième tome. La relation Ophélie Thorne évolue totalement. La fin est un véritable cliffhanger. On ne s'ennuie jamais. Il y a de l'action, des révélations, des retournements de situation. Je ne me suis pas du tout ennuyée et je vous conseille fortement, si vous n'avez toujours pas commencé cette saga, de vous lancer. Après cette petite pause spéciale Christelle Dabo, je me suis relancée dans un autre service presse que j'ai reçu, cette fois-ci par Mess Larson. Il s'agit du tome 1 de sa saga Amizuem, alors Les Terres Inconnues, publié en auto-édition. Je trouve tout d'abord l'objet livre absolument sublime, voilà, enfin... Déjà, il y a un gros travail pour de l'auto-édition au niveau de la couverture. Voilà, j'ai adoré déjà l'objet livre. Dans ce roman, dans ce premier tome, nous allons suivre trois garçons, dont évidemment je ne me rappelle pas le nom, qui vont, à la suite d'un tremblement de terre qui a été dans notre monde, vont trouver une pierre bleue qui va les transporter dans un univers de fantasy. Un univers de fantasy type médiéval, voilà. C'était une lecture qui a été plutôt une très bonne lecture. Il y a quelques défauts, mais c'est une très bonne lecture dans son ensemble. Du coup, on suit ces trois personnages garçons, ce trio qui a un fort lien d'amitié, et ça j'ai beaucoup aimé. C'est des garçons auxquels je me suis beaucoup attachée. Ils ont beaucoup de répartie et d'humour, et malgré le fait qu'ils soient dans un nouvel environnement, ils restent eux-mêmes. Voilà, ils vont pas essayer de changer du tout au tout comme dans d'autres romans de fantasy. Non, là ils vont vraiment rester eux-mêmes, et ça j'ai beaucoup apprécié. On va suivre d'autres personnages plus secondaires, et peut-être le petit bémol déjà au niveau des personnages, c'est le manque de femmes badass. Voilà, en tant que féministe un petit peu, et même en tant que femme tout simplement, j'aurais eu envie qu'il y ait des femmes qui aient le rôle de personnage principal, ou au moins de personnages secondaires, et qui soient vraiment badass. Je crois qu'il n'y en a qu'une et on la rencontre pendant 2 paragraphes. Donc moi c'est un peu... Enfin, je trouve qu'il y a un manque, voilà, de femmes dans ce roman, qui est la classe, qui soit badass et qui ait un peu de répartie et de caractère. Pour ce qui est de l'univers, je l'ai beaucoup apprécié, il m'intrigue beaucoup. Alors on en apprend un petit peu, quelques pans de l'univers, mais j'espère qu'il sera plus développé dans le second tome et qu'on en apprendra peut-être un peu plus sur le passé, l'histoire de ce monde, qui m'a l'air très intéressant. Par contre, pour ce qui est de l'intrigue, j'ai eu quelques soucis de longueur, par un manque d'action et de révélation surtout, et le fait que l'auteur tourne facilement autour du pot. Je pense que c'est un roman qui pourrait être beaucoup moins long, juste parce que l'auteur tourne autour du pot de temps à autre. Cependant, l'écriture est quand même simple, agréable à lire, et voilà, c'est très agréable à lire, fluide. Du coup, ça n'enlève rien au plaisir de la lecture. Les 100 dernières pages m'ont vraiment beaucoup surprise. On voit que l'auteur sait faire quelque chose d'addictif, sait faire quelque chose avec de l'action et des révélations. Voilà, c'est ça que j'attendais, mais sauf que ça arrive un peu trop tard dans ce tome-là. J'espère que le deuxième tome sera encore meilleur, et voilà, ça a été dans l'ensemble une très bonne lecture que je vous recommande fortement. Ensuite, je me suis mise au premier tome de la saga Storm Sisters, le tome 1, donc Le Monde Englouti de Minty Death, publié ici à la collection Air Jeunesse de Robert Laffont. Alors, dans l'ensemble, ça a été une lecture très mitigée. On va suivre un groupe de 5 jeunes filles qui ont entre 8 et 16 ans, et qui se font appeler les pirates. Ce sont des pirates femmes. Et elles sont à la recherche de la vérité à propos du jour D, du jour de la destruction, le jour où la plupart de leurs parents sont décédés dans des conditions assez mystérieuses. Voilà, donc ça a été une lecture très mitigée, dans le sens où déjà je me suis pas attachée au personnage, au groupe de filles qui m'a paru très immature. Elles se disputaient tout le temps, j'ai pas ressenti un fort lien d'amitié ni de complicité. Voilà, j'ai eu un peu de mal avec ces jeunes filles qui m'ont paru un peu immatures, et qui pour moi ne représentaient pas l'idée du pirate badass en tant que femme ou même en tant que fille. Voilà, j'ai pas du tout accroché à ces personnages. Pour ce qui est de l'intrigue, la première partie était assez longue dans le sens où il ne se passait pas grand chose et on n'avançait pas trop dans l'intrigue. Les deux intrigues sur le jour D et l'intrigue principale de ce premier tome n'évoluaient pas, on n'avançait pas, on ne trouvait pas de réponse. Cependant,
durant la deuxième partie, j'ai trouvé que ça s'améliorait avec plus de rythme, d'action, de révélation, de mystère aussi. Et la fin est quand même un super cliffhanger qui nous donne très envie de lire le tome 2, même si c'était mal parti pour le début du tome 1. Pour ce qui est du coup de l'univers, par contre, je l'ai trouvé très peu développé. Et en fait, vu en surface, on ne sait pas dans quelle époque on se situe, dans quel monde, si on est dans un monde parallèle, si on est dans notre monde finalement, avec juste des petits éléments de fantaisie rajoutés ou de fantastique. Voilà, donc j'étais un peu perdue au niveau de l'univers, mais l'écriture par contre, quant à elle, reste quand même un peu, reste sympathique, agréable à lire, fluide, et ça m'a pas bloqué dans ma lecture. C'est peut-être un des seuls points quand même qui ne m'a pas bloqué. Donc dans l'ensemble, je suis quand même sur une lecture, un avis, un bilan très mitigé, mais je me ferai une joie quand même de lire le tome 2 car la fin du tome 1 est quand même géniale. Ensuite, j'ai lu L'Alchimiste de Paulo Coelho, publié ici aux éditions J'ai lu. On est sur un conte philosophique qui est extrêmement connu, je pense que beaucoup de gens le connaissent, c'est un des romans les plus achetés au monde. Et on va suivre ici Santiago, qui est un jeune berger andalou qui vit du coup en Andalousie et qui va se rendre en Égypte afin de trouver un trésor au pied des pyramides suite à un rêve qu'il a fait 2 fois et dont il est persuadé que c'est un signe du destin. C'est un conte philosophique que j'ai quand même beaucoup apprécié, dont j'ai mis la note de 4 sur 5. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé le personnage de Santiago, qui est quand même un personnage simple, mais qui est quand même un peu poussé psychologiquement, qui fait des réflexions très intéressantes, et le fait qu'il soit simple permet au lecteur de s'identifier un peu plus que d'autres personnages. Voilà, donc ça déjà c'est un personnage principal que j'ai beaucoup apprécié. Santiago dans son voyage va rencontrer beaucoup de personnages secondaires, des personnages qui vont être bénéfiques pour lui et lui permettre d'avancer dans sa réflexion, dans sa manière de vivre, dans son voyage. Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant, et malgré le titre, l'alchimiste n'est pas le seul personnage que va rencontrer Santiago. Voilà, donc je pensais vraiment que l'alchimiste on le rencontrerait plus tôt, mais on le rencontre assez tard dans le conte quand même. Donc pour ce qui est de l'intrigue, elle reste très simple, mais c'est surtout le message de fond qui est le plus important, les idées qui sont véhiculées dans ce livre, autour des rêves, autour de l'ambition, autour du destin, voilà, autour du cœur et des signes. Voilà, c'est très intéressant quand même les idées qui sont développées dans ce roman. Le personnage va faire une sorte d'évolution personnelle, une évolution intérieure qui est très intéressante. Et par contre, peut-être le seul point qui m'a gênée dans cette lecture, c'est le fait que les idées soient régulièrement, et même 90% du temps, rapportées à Dieu et à la religion. Je trouve ça dommage du coup pour les personnes qui ne sont pas croyantes, comme moi par exemple, et qui, du coup j'ai eu un peu de mal de temps à autre à comprendre certaines idées, ou sinon j'étais un peu énervée dans le sens où direct ça a été relié à Dieu en fait. Alors que ça peut être des choses, pour moi, toutes ces idées de destin, nos rêves et tout, pour moi, ce sont les hommes eux-mêmes qui gèrent ce genre de choses et non une entité religieuse. Donc voilà, après c'est mon point de vue personnel, je veux pas avoir de problème, mais voilà, donc j'ai eu personnellement des petits problèmes avec ça, dans le sens où je ne m'y retrouvais pas forcément. Sinon, ça a été une très bonne lecture que je vous recommande beaucoup, et je pense que c'est un livre que je relirai dans quelques années. Et ensuite, j'ai enchaîné sur le premier tome des Rumeurs d'Issar, le talisman perdu de Marie Caillé, publié ici aux éditions Hachette, que j'ai reçu en e-book grâce à la plateforme NetGalley. Dans ce roman, nous sommes dans un monde oriental de fantasy où on va suivre Edjan, qui est un jeune homme d'une quinzaine d'années. Je pense ne pas vous en dire plus parce que c'est un roman dans lequel je suis rentrée sans en savoir plus que ça, et j'ai absolument adoré cette histoire qui a frôlé le coup de cœur. Donc dans ce premier tome, nous sommes dans un univers de fantasy très influencé par un monde oriental en fait. J'ai trouvé qu'on était un peu dans une ambiance à la Aladdin. Dans ce monde, nous allons rencontrer beaucoup de magie liée à des talismans et à des signes du zodiaque, mais aussi des créatures des sables avec des djinns. On va rencontrer aussi des tapis volants, des anges gardiens. Voilà, c'était très très bon comme univers, très original, inédit, très prenant. J'ai vraiment adoré, l'auteur maîtrise totalement son univers. Pour ce qui est de l'intrigue, on ne s'ennuie pas du tout, on a dès l'action, de la révélation, des retournements de situation.
L'auteur a su maîtriser le rythme et le dynamisme de son roman. Elle alterne des points de vue et des histoires différentes. On va suivre aussi plusieurs personnages. Les deux personnages principaux, je pense, sont Shael et Ejan. Donc Ejan qui est un jeune homme de 15 ans qui va se retrouver un peu embrigadé dans une mission du mauvais côté, on va dire, du côté des méchants. Et on va suivre Shael qui va être avec ce jeune homme qui est une sorte de... Enfin, qui est un bandit en fait, qui est une jeune femme très badass, qui a beaucoup de répartie, de courage. C'est vraiment une fille auquel je me suis beaucoup attachée, tout comme Ejan. On a d'autres personnages secondaires comme Kez et Shanice qui sont des personnages très intéressants à suivre. La plume, quant à elle, est très addictive, fluide, agréable et vraiment très prenante. J'ai eu du mal à lâcher ce roman. Et voilà, c'était une lecture absolument géniale et je vous la recommande au moins juste pour découvrir cet univers. Et ensuite, je vous parle de ma dernière lecture de juin. Il s'agit du tome 4 de Percy Jackson and the Olympians, The Battle of the Labyrinth de Rick Riordan, publié ici aux éditions Disney Parion. Donc c'est toujours ma relecture en VO anglaise de cette saga que j'adore de tout mon cœur. J'ai adoré, j'ai lu ce 4e tome en lecture commune avec Solène de la chaîne Livrement Addict, si je ne me trompe pas, mais je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai adoré ce 4e tome, tout comme les 3 premiers, je pense que le 5e ne fera pas exception, c'est toujours aussi génial, j'adore les personnages, beaucoup d'actions, de révélations, évidemment on est au 4e tome, donc on commence à arriver au point final, hein, un peu à la bataille finale qu'il va y avoir dans le 5, et j'ai hâte de lire ce 5e tome. Et voilà, c'était absolument génial comme lecture. Ça se lit extrêmement bien en anglais. Si vous voulez vous lancer en anglais, mais vous voulez pas vous lancer dans de la romance ou du contemporain, lancez-vous dans ce roman fantastique, dans cette saga fantastique où les personnages sont juste attachants et pleins d'humour. L'univers est vraiment génial. Le fait qu'il y ait de la mythologie, on rencontre beaucoup de dieux, c'est vraiment très sympa et c'est toujours sur une note humoristique, donc vraiment lancez-vous. Voilà tout le monde, cette vidéo est enfin terminée, je ne sais pas combien de temps elle va durer, j'espère pas trop longtemps. J'espère que tous mes avis vous auront plu, n'hésitez pas à aller voir sur le blog mes avis en beaucoup plus détaillés. Du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!